Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va faire le débrief de la l'Amstel Gold Race, pardon, la première ardennaise de la saison. C'est toujours un peu un débat. Est-ce que l'Amstel est une ardennaise ou non? Ah là là. Plein d'oppositions, on en avait parlé dans la présentation, donc je vais pas revenir là-dessus. On va revenir bien entendu sur la course, on va revenir sur l'organisation. On parlera également de la course féminine, parce que comme elle avait lieu en levée de rideau, eh bien j'ai pu la regarder. Et puis walou, on commence tout de suite. L'Amstel Gold Race, Ardennaise épisode 1. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, ou si vous pensez que ça peut les détendre par rapport au résultat de la présidentielle. Je rappelle qu'il est 17h11 à l'heure où j'enregistre, donc je ne connais absolument pas le résultat du premier tour de la présidentielle. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la course, ce que vous avez pensé de l'organisation de la course également. C'est des choses qui m'intéressent. Et puis walou, on commence tout de suite. Oui, j'ai oublié de le dire parce que on me l'a marqué dans les commentaires. Les classements sont dans la description de la vidéo. C'est vrai qu'on m'a dit de les afficher à l'écran. Ils sont dans la description de la vidéo. Donc si vous déroulez la description complète, vous avez les résultats, les 20 premiers. Quand c'est une étape, et les 20 premiers de l'étape, les 30 premiers du général, parce que je peux pas tout mettre, il n'y a pas assez de place. Et quand c'est une épreuve comme celle-là, ce sont les 70 premiers, à part s'il y a plus de coureurs qui abandonnent. Là, on aura peut-être les 60 premiers et les 30 ou 40 premières chez les filles. On va répartir, je vais répartir les résultats pour essayer d'avoir un truc à peu près nickel. Course très serrée comme d'habitude, comme l'année dernière ça s'est fini au sprint, il y aura encore une polémique autour de ce sprint, ça c'est clair et net avec beaucoup d'ambiance sur la route. C'est vrai que on parle toujours du Tour des Flandres comme course où il y a beaucoup d'ambiance, faut pas oublier l'Amstel quand même, parce qu'il y a toujours du monde sur les routes, parce que c'est la grande classique de cette région. Moi j'aime bien l'ambiance de l'Amstel, les petites routes, voilà, je trouve que l'ambiance est assez particulière. J'ai bien aimé l'allusion au Tour des Flandres sans pavé. C'est vrai que c'est un peu ça l'Amstel, c'est le Tour des Flandres sans pavé, c'est une course qui est vraiment sympa à regarder. Et ce qui fait que comme il n'y a pas les pavés, c'est très dur de pronostiquer ce qui va se passer. C'est très dur de dire qui va gagner, qui va pas s'imposer, parce que c'est une course qui est extrêmement ouverte. Vous pouvez vous en apercevoir de mes pronostics, il y en a très peu qui sont là bien classés, parce que c'est très très ouvert. C'est une course où au départ tu as 20-25 coureurs qui peuvent gagner, parfois dans les équipes il y a 2-3 cartes possibles, donc c'est toujours un petit peu particulier de ce côté là. On va passer à l'organisation. Organisation à revoir par contre. C'est vrai que sur cette course-là, je trouve que les virages dangereux ne sont pas assez indiqués. On a vu un moment Vodeuil-donc tomber dans un virage, dans un pif-paf. Alors je sais qu'il y a beaucoup de virages sur l'Amstel, mais c'est quand même grosso modo un circuit de 70 km qu'il faut baliser. C'est pas 250 bornes qu'il faut baliser complètement. Je pense qu'on pourrait faire un effort quand même sur l'organisation, sur l'indication des virages, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est un circuit qui est technique, hein, on peut pas enlever la difficulté des routes du Limbourg néerlandais. Par contre, on pourrait mieux indiquer les virages. Au niveau des voitures sur le bord des routes également, hein, parce que bon, donc il a failli rentrer dans une voiture, je vous l'avais indiqué lors de la présentation. Bah voilà, les voitures qui sont à moitié sur la route, ce genre de choses, c'est tout le temps présent. Et je trouve que ça ne correspond pas aux critères d'organisation que devra avoir une course CI au niveau de la protection pardon, des coureurs. Je trouve que là, il y a vraiment quelque chose à revoir. Les motos aussi, qui étaient beaucoup trop proches. Les trois quarts du temps, du groupe de tête, du peloton. La moto de devant a été problématique pour moi. On a même vu un moment, je sais plus si c'était pas Ben Tulette du côté d'Ineos. Ineos. Non, Ben Turner, parce qu'il n'y avait pas Ben Tulette, c'est bien ce que je me disais. C'est Ben Turner, à un moment, je crois qu'il dit à la moto de se pousser à 45 bandes de l'arrivée, puisque les motos, c'était beaucoup trop proches. Que ça soit la moto caméra, mais également les motos de photographes, également qui étaient beaucoup trop proches du peloton. Donc là, c'est un vrai problème d'organisation. Bien entendu, la séquence de l'annonce du vainqueur
Alors là, je ne sais pas si c'est un problème d'organisation, si c'est le speaker lui seul qui s'est excité d'un coup, mais comment est-il qu'on a annoncé dans un premier temps Cosnefroy vainqueur, alors que on avait, à l'image, toujours pas la photo finish. On peut pas déterminer qui est vainqueur quand on n'a pas la photo finish. Enfin, dans une arrivée aussi serrée que celle-là. Il fallait attendre la photo finish. Et la vraie photo finish. Pas la caméra sur le dessus. Donc là, je trouve qu'au niveau de l'organisation, c'est vraiment totalement à revoir. Mais bon, l'organisateur de l'Amstel, il aurait déjà dû être viré après l'édition 2019. Parce que je rappelle qu'il avait communiqué de faux écarts en 2019 pour avantager un petit peu Van Der Poel, c'est-à-dire qu'il avait dit, Alaphilippe et les directeurs sportifs de la Quick Step notamment s'étaient plaints d'avoir reçu des faux écarts à ce moment-là. Alors, ils avaient dit que c'était des problèmes de GPS. On a toujours eu un doute si c'était pas pour favoriser Van Der Poel cette année-là. Et puis c'est pas la première année qu'il y a des gros soucis d'organisation au niveau du parcours. Voilà, des virages qui ne sont pas indiqués, des voitures qui empiètent sur la route. Donc il y a un moment, je pense que l'UCI devrait frapper, mais l'UCI préfère frapper sur les bidons que les coureurs jettent, plutôt que sur leurs organisateurs. On a quand même des courses qui sont, je le dis, depuis la Covid, mais ça se voit surtout, je trouve, depuis la Covid, on a des courses qui sont de moins en moins bien organisées. Et au bout d'un moment, il va y avoir vraiment des grosses conséquences, parce que je critique souvent les organisateurs, mais très clairement, par exemple, l'étape 4 du Tour de la Sarthe, elle ne doit pas partir, cette étape-là. Là, aujourd'hui, on doit indiquer les virages dangereux. On a des systèmes électroniques maintenant pour indiquer les virages dangereux. La protection des rambardes de sécurité. Je pense qu'on pourrait mettre un petit peu de mousse, un système de mousse au-dessus des rambardes de sécurité, notamment autour du Pays Basque, pour éviter que les coureurs se fassent extrêmement mal. Les problèmes également des freins à disque, avec Hugo Hofstetter sur le circuit de la Sarthe, les freins à disque qui ne sont toujours pas protégés, ça c'est aussi un énorme problème. Il a failli perdre son oreille, Coco, quand même. Je sais plus, c'est une trentaine de points de suture. Va falloir. On le sait depuis le départ, parce que c'est un problème. Je me souviens, il y avait un coureur de la Movistar qui était tombé l'année où Total Direct Energy à l'époque avait instauré les freins à disque. C'est eux en premier qui ont mis en place les freins à disque en course. Et il y avait un coureur qui s'était tranché la jambe. Et à un moment, on avait décidé d'interdire pendant un temps les freins à disque, sauf qu'on n'a toujours pas amélioré la sécurité autour des freins à disque. Donc à un moment, il va y avoir un mort avec ça. Peut-être que l'UCI décidera de faire quelque chose. Bon, voilà, après, est-ce que si l'UCI et David Lappartient travaillaient, ça se saurait, vu le nombre de problèmes qu'on a dans le cyclisme depuis quelques temps et qui ressurgissent énormément, je trouve, depuis le début de saison, je trouve. Notamment Astana, qui ne paye pas ses coureurs, la situation avec Gazprom, bon, voilà, il y a plein de problèmes du côté de l'UCI. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, on commence avec Benoît Cosnefroy. Benoît Cosnefroy, le coureur d'AG2R, deuxième, mais beau deuxième quand même. Quand on s'aperçoit, Benoît Cosnefroy, je trouve qu'il a vraiment franchi un cap depuis 2 ans. Benoît Cosnefroy, parce que je me rappelle, il y a quelques années, je dirais 2020-2019, on disait il est prometteur, mais pour le moment, il n'arrive pas à vraiment avoir de grands résultats. C'est-à-dire qu'on attend un petit peu que Benoît Cosnefroy nous montre vraiment ce qu'il sait faire en dehors des courses françaises. Parce que certes, il était performant sur les courses françaises, notamment la Coupe de France. Mais au-delà de ces courses-là, on avait un peu du mal à voir son potentiel. Et puis l'année dernière, il remporte la Bretagne Classique. Alors peut-être la course World Tour, la classique World Tour, la moins importante de la saison. L'une des moins importantes, la Bretagne Classique. Cette année, deuxième de l'Amstel, deuxième du circuit de la Sarthe, sous la pluie pourtant, et un parcours qui lui convenait peut-être pas forcément, cinquième de la Marseillaise, troisième de la Drôme Classique. Si on regarde l'année dernière, donc il y a ce bon classement du côté de la Bretagne Classique, le Tour du Jura également, quatrième des Trois-Vallées Varesines, cinquième de la dernière étape du Tour du Luxembourg, également quatrième de la première étape du Tour du Limousin, deuxième de la Polynormande, également vainqueur du Tour du Finistère, alors qu'il avait repris très tardivement suite à des problèmes de genoux. Je trouve qu'il est devenu maintenant un taulier sur les classiques. C'est un des meilleurs punchers maintenant aujourd'hui du monde. Il a mis peut-être un peu de temps à passer du statut de la catégorie espoir à la catégorie élite,
me semble-t-il. Mais là, ça fait depuis 2 ans qu'il est vraiment très très performant. Et puis sur la flèche wallonne aussi, il avait eu des belles performances. Ça va être intéressant même de le voir sur la flèche wallonne, Benoît Cosnefroy, parce que là, il est en très bonne condition physique, sur un parcours qui était peut-être un peu trop plat pour lui. Ça va être très intéressant. Et c'est vrai que la particularité de Benoît Cosnefroy, c'est que c'est vraiment un coureur de classique. Benoît Cosnefroy, il n'est pas très bon dans les courses par étapes. Pour quelle raison, je ne sais pas. Peut-être c'est psychologique, peut-être qu'il y a un blocage psychologique. Moi, les meilleurs résultats que j'ai vus de Cosnefroy, c'est sur les courses en ligne, les classiques. Je l'ai jamais vu très performant sur les grands tours, même sur une seule étape. Hein. Il avait pris un maillot à poids une année, Cosnefroy, mais il avait vraiment souffert en fin de grand tour. Je pense qu'il a c'est pas le meilleur au niveau de la récupération, me semble-t-il, Cosnefroy. Par contre, il a cette faculté à résister à l'acide lactique. C'est l'un des meilleurs dans ce domaine, hein, Cosnefroy, il faut le savoir. Donc là, il a vraiment fait des bonnes attaques et Kwiatkowski. Il s'impose, mais pour un poil de cul, alors que pourtant, il était dans une position vraiment préférentielle, le coureur polonais. On poursuit du côté des Bleus avec 3 flops. Les Bleus on avait beaucoup d'attentes sur les Français en début de course, et puis ça n'a peut-être pas forcément été fantastique. Je commence avec Anthony Turgis, -3 donc pour le point JR. J'ai l'impression, en passant, avant de parler d'Anthony Turgis, que l'été indien Sagan est en train, au fur et à mesure, de s'estomper. On a vu notamment sur le Tour du Pays Basque, bon, il y a eu un peu de Pierre Latour en début de course, mais après, à part le maillot à poids de Christian Rodriguez, on les a peu vus. Je trouve les Total Energy, où ils n'ont pas été forcément énormément en réussite, et je trouve qu'au fur et à mesure, là, du côté de la Total... on commence à patiner légèrement. L'été indien est en train de s'estomper et peut-être que c'est à partir de maintenant où ça va être plus compliqué pour la Total Energy. Après un début de saison qui était pas mal, où ils ont tourné autour de la victoire. Il y a quand même eu la victoire de Van Gestel, la deuxième place également sur Milan-San Remo d'Anthony Turgis. Mais j'ai l'impression qu'Anthony Turgis, là qui est tombé et qui s'est blessé, enfin qui a abandonné la course, a des jambes un peu moins performantes. Et que derrière, Sagan n'est pas là. Et Bonifacio, on l'a quasiment pas vu depuis le début de saison. Pierre Latour, il s'est quand même bien éraflé, donc on va voir quand il va reprendre. Mais tu peux pas te contenter de Pierre Latour de toute manière. Il va falloir... Et les petits Espagnols, on sait que sur les grands tours, ils auront du mal, je pense. Christian Rodriguez, notamment, je pense que sur les grands tours, c'est un peu trop compliqué pour lui. Voilà, je suis un peu inquiet maintenant pour la Total Energy. Est-ce que les meilleurs moments ne sont pas déjà passés ? Et donc du côté de Turgis, donc il tombe, abandon juste derrière. La chute, moi je ne l'ai pas vue. Je pense que c'était pas encore diffusé. Moi j'ai regardé sur France Télé, l'Amstel, donc ils ont diffusé les 60, à peine 60 derniers kilomètres. Non, c'était même pas les 60 derniers kilomètres. Enfin, ils ont diffusé à partir de 15h15. Voilà, la course. Je sais pas pourquoi même ils ont pas enchaîné la course féminine et la course masculine. C'est-à-dire qu'il y a eu une pause d'1 heure entre les deux courses. Bon, j'ai pas vraiment compris pourquoi. J'ai regardé pendant ce temps-là l'avant-course de la Formule I, mais j'ai pas vraiment compris pourquoi ils ont fait une pause d'1 heure entre les deux courses. Ils pouvaient enchaîner. Je pense qu'ils avaient les droits pour les deux courses. Bon. Mais du côté de Turgis, oui, puis une nouvelle chute. J'espère que c'est pas un trop gros pépin physique qui lui a provoqué son abandon. Mais c'est une fin de période des Flandriennes qui est un peu compliquée quand même pour Anthony Turgis, comme s'il avait été en forme trop tôt, comme si son pic de forme était un petit peu passé pour cette période-là. C'est la question que je me pose. Et puis il va peut-être pas arriver hyper en confiance sur Paris-Roubaix. Et puis je pense que Paris-Roubaix, il manque un peu de puissance pour Paris-Roubaix, me semble-t-il. Voilà, on va voir ce que ça va donner ensuite. Pour Turgis, mais un petit peu inquiet. Je vais continuer parce que je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que comme je dois faire les filles après derrière pour éviter d'avoir une vidéo de 45 minutes à monter, je continue avec Bryan Coquard. Très discret. On l'a vu un moment dans le groupe de tête, mais il a lâché assez vite, Bryan Coquard. Le problème de Coquard, c'est que ça a roulé trop vite, je pense, et que Coquard n'est pas un puncher. C'est un coureur qui passe bien les côtes, mais parce qu'il est léger. C'est pas le sprinter qui a le plus de puissance. Et sur les côtes comme celle-là, je pense qu'il faut de la puissance.
et il en manquait un petit peu. Coquard. Et bon, après c'était une bonne carte parce qu'on sait qu'il a parfois été bon sur cette course, mais il a été bon aussi lors d'années où il y avait plus trop de Flandriens au départ et où donc la majorité des coureurs étaient plutôt des punchers grimpeurs et pas des sprinters punchers flahutes, on pourrait dire. Là cette année on a eu quand même énormément de flahutes au départ. Quand tu regardes le final, c'est les flahutes qui ont été les plus performants sur l'Amstel. Alors que souvent, les flahutes, au moment de l'Amstel, ils finissent hors saison ou soit ils arrivent en bout de course au moment de l'Amstel. Et ce qui fait que la Coquard, ça a roulé trop vite pour lui, très clairement, dans les bosses. Pas énormément aidé non plus. Chez Cofidis, on n'avait pas forcément emmené l'artillerie lourde. Il manquait un Victor Lafay, je pense. Je me dis qu'ils ont mis... ou un Guillaume Martin, par exemple, sur l'Amstel. Voilà, un coureur. Bon, après, Martin, est-ce qu'il aurait été meilleur? Pas sûr, mais un Victor Lafay, je pense, aurait été pas mal sur l'Amstel. Après, bon, il était sur le Tour du Pays Basque hier, il pouvait pas faire le trajet pour aller d'une course à l'autre. Et puis, je termine avec Barguil. Je m'attendais à mieux de Barguil. Mais il a lâché assez vite, en fait. Barguil, là aussi, dès que ça a un peu accéléré, ça a été un peu trop compliqué pour lui. C'est dommage parce que j'avais des ambitions pour lui par rapport à son début de saison. Ça a été compliqué dans le Kuttenberg et dans le Fromberg déjà où il était mal placé. Il était dans la dernière portion du groupe. Donc quand dans le Kuttenberg ça a vraiment accéléré fortement et que le groupe s'est cassé, lui il a rien pu faire quoi. Il était trop loin dans le peloton. Ça montre également que Warren Barguil a encore de l'inexpérience dans ces courses-là. L'Amstel, c'est une course de placement. Faut savoir se placer, faut savoir être présent, faut connaître un peu le parcours, faut connaître un peu le terrain. Et je pense que c'est ce qui a manqué à Warren Barguil, c'est cette connaissance du terrain. Et ce qui lui a manqué également, ce sont des coureurs avec lui qui connaissaient le terrain. C'est dommage, parce que je pense qu'il y avait des ambitions, mais il ne connaissait pas suffisamment le terrain pour être performant dans le final de cette course. C'est dommage pour Warren Barguil. J'ai pas encore les classements définitifs, j'ai que les 10 premiers, parce que quand on parle de problèmes d'organisation du côté de l'Amstel, oh là là, ça vient d'apparaître. Par magie, il finit 21e à 1,50. Mais je pense que c'est le placement qui a pêché pour le coureur français. Voilà, c'est là-dessus où il a été en difficulté. On poursuit avec les coureurs au top. Attaque de Marlou. Premier coureur au top, c'est Kwiatkowski. Petit filou Kwiatkowski. Faut toujours s'en méfier. C'est fou parce que j'avais presque dit en début de saison Kwiatkowski, maintenant c'est un larbin, il est presque fini. Il arrive toujours à se relever. L'Amstel, il l'avait déjà remporté, sa deuxième victoire dans l'Amstel. Et puis Kwiatkowski, ça reste un bon coureur, même s'il est peut-être moins performant que dans ses jeunes années. Il est un peu moins fort. Il est peut-être aussi pas toujours très très bien utilisé par Ineos. Mais il a bien fait de suivre Cosnefroy. Il a bien fait d'être équipier de Pidcock. Il a bien fait d'un peu collaborer, on va dire, avec Kwiatkowski, avec Cosnefroy, même si il passait juste son relais, on va dire gentiment. C'était pas, il prenait pas des relais appuyés. Je pense qu'il a très bien manœuvré avec Cosnefroy. Très très bien manœuvré. Et notamment son sprint final. Il a fait un sprint décollé. Ce qui marche toujours très très bien sur l'Amstel. Le sprint décollé, c'est-à-dire que Cosnefroy, il a laissé un espace, je dirais, d'une demi-roue à une roue entre la roue arrière et sa roue de devant. C'est-à-dire qu'il y a un espace, je dirais, il y a 2 mètres, 3 mètres, grand maximum, je ne suis même pas sûr qu'il y ait 3 mètres, mais entre le vélo de Cosnefroy et son vélo à lui. C'est un sprint légèrement décollé, ce qui fait que il arrive avec un peu plus de vitesse, il arrive aussi avec un léger phénomène d'aspiration. C'est pour ça qu'il arrive à le déboîter facilement. Malgré tout, il a souffert pour aller le chercher, Cosnefroy, parce que je pense qu'il avait pas mal enquillé avant. Je pense que Cosnefroy l'avait mis un peu dans le rouge. Mais c'est une belle victoire pour Kwiatkowski, et puis c'est une belle revanche aussi. Ça dit à Ineos, regardez, je suis encore là, je suis encore en vie, je suis encore en capacité de gagner des grandes courses. Ne me laissez pas dans un rôle de numéro 2. Je n'ai que 31 ans. Kwiatkowski, il a que 31 ans.
Mais voilà, et puis ça va lui redonner de la confiance, parce que c'est vrai que ça faisait depuis quelques temps qu'on l'avait peu vu, Kwiatkowski, mais je rappelle quand même le palmarès de Kwiatko. Champion du monde, double vainqueur de l'Amstel, donc c'était 2015 sa victoire sur l'Amstel, champion du monde en 2014, Milan-San Remo 2017, deux fois l'Estrade Bianche, E3, Classica San Sébastien, plus une étape sur le Tour de France, deux fois le Tour de l'Algarve, une fois la Classica San Sébastien. Sur les classiques vallonnés, à part le Tour de Lombardie, il lui manque que dalle, hein. À part le Tour de Lombardie et Liège. C'est vrai que Liège, voilà, il reste, parce que sur la Flèche Wallonne, c'est vraiment un pur puncher, c'est pas totalement un pur puncher, Kwiatkowski. Mais sinon, ouais, il lui manque pas grand chose quoi, dans son palmarès. Est toujours présent depuis le début de saison. Il fait quand même 16e de Milan-San Remo, hein. Pas négligeable. Il est tout le temps là dans les classements, malgré le fait que souvent on oublie qu'il soit performant. 11e des Jeux Olympiques, 3e du Tour de Pologne l'année dernière quand même. 7e de la première étape du Dauphiné aussi. 2e de l'Étoile de Bessèges. Ça reste un coureur très performant. Et là, il vient de rappeler à tout le monde que, regardez les mecs, je suis là, hein, je suis performant, je sais rouler, je sais être un coureur de qualité. Je rappelle quand même qu'il est chez Sky depuis 2016, et je ne savais pas, il a commencé à la Cara Rural, Kwiatkowski, en 2010. Je n'ai aucun souvenir de sa saison, à l'époque où Cara Rural était en Conti, hein, était même pas Conti Pro. À l'époque, il y avait son frère, Radoslav, Ruben Martinez, il n'y avait pas grand monde, hein. Oleg Chouzda, mais il était en fin de carrière, je pense à ce moment-là. Rosé Rada, si, qui était dans l'équipe. Voilà, chez Cara Rural à l'époque. Il n'avait pas remporté de victoire cette année-là. Et Radoslav, il est un peu plus âgé. Mais Radoslav, il a fait qu'une année chez Cara Rural, hein. Voilà, pas un profil extrêmement performant, et puis il a même pas couru, enfin j'ai même pas de résultats sur son année chez Cara Rural. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il n'a pas dû faire une grande carrière. Mais voilà, la carrière de Kwiatkowski dans ses moindres détails. Il a été également chez Radio Shack l'année d'après. On poursuit avec Van Der Poel. Alors je sais que tout le monde mettait Van Der Poel parmi les favoris. Donc certains vont se dire, il termine à 20 secondes, bon, il remporte quand même le sprint du peloton. Moi je ne le mettais pas parmi les favoris parce que j'avais dit dans les commentaires, je pensais qu'il aurait du mal à enchaîner avec le Tour des Flandres. Et ça s'est vu dans... j'ai encore oublié le nom, dans le Kuttenberg, où vraiment il a souffert à ce moment-là, avant le premier passage du Koberg. Mais je trouve qu'il s'est bien remis sur la fin de course du côté de Valkenburg. Après, voilà, quand le groupe de Cosnefroy est parti, lui, il pouvait pas suivre. Mais c'est quand même une belle performance pour Van Der Poel, 4e. Je pense qu'il peut pas être vraiment déçu. Je rappelle que l'année où il gagne l'Amstel, il n'avait pas fait Paris-Roubaix aussi. Je crois me rappeler, en 2019, il ne fait pas Paris-Roubaix, donc il avait une semaine de pause avant l'Amstel. Là, ça n'a pas été le cas. Il a enchaîné Tour des Flandres, Amstel, coup sur coup. Donc peut-être aussi une petite fatigue physique au fur et à mesure. Surtout que lui, ayant repris plus tard à Milan-San Remo, il a accumulé pas mal de jours de course sur une petite période, et peut-être que il commence à avoir une grosse fatigue physique. Mais lui, il peut dire qu'il a réussi quand même sa saison de classique haut la main. Mathieu Van Der Poel. Qui devrait normalement faire Paris-Roubaix, Van Der Poel. Oui, encore le 17 avril. Et puis ensuite, il enchaînera avec le Tour d'Italie. Il fait Tour d'Italie, Tour de France cette année, Van Der Poel. Il essaiera de finir son premier grand tour, même. C'est son objectif à Mathieu Van Der Poel. On poursuit avec Casper Asgreen. Là aussi, surprise pour moi, Casper Asgreen. Ce qui montre que donc la condition physique de Casper Asgreen progresse. Ça, c'est une bonne chose avant Paris-Roubaix, parce que Casper Asgreen sur Paris-Roubaix, vu que c'est un non-rouleur, il peut faire un résultat. C'est un peu rassurant du côté de la Quick-Step. Moi, quand j'ai vu Casper Asgreen engagé sur l'Amstel, je me suis dit, j'ai peur que ça passe pas les côtes, Casper Asgreen. Et puis, il s'en est bien sorti aujourd'hui. Il s'en est très très bien sorti.
Le coureur danois, il finit sixième. Bon, bah après, dans un sprint face à Van Der Poel, bon, il finit derrière Kamp. Belle surprise également le coureur de la Trek Segafredo, mais il finit quand même devant Michael Matthews et Kung. Donc là aussi, c'est pas mal, hein. Du côté de Casper Asgreen. Il rate le bon coup avec Cosnefroy et Katowski, mais est-ce qu'il pouvait suivre à ce moment-là? Est-ce qu'il n'était pas un petit peu en difficulté? Mais assez surpris par Asgreen sur cette course parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aux avant-postes. Donc voilà, c'est vraiment une très très belle chose. Et c'est intéressant pour Paris-Roubaix, encore une fois. Est-ce qu'il va faire la Brabanson mercredi? Je ne sais pas. Parce qu'il y a la Flèche Brabanson, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, mercredi, qui est un mélange entre une Flandrienne et une Ardennaise. Je trouve que c'est vraiment la course qui fait la transition normalement entre les deux périodes. Bien entendu, ça va pas vouloir me l'afficher parce que l'internet est en PLS. Mais Casper Asgreen, vraiment impressionnant sur cette course. J'ai vraiment bien apprécié le coureur danois. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne du jour, Fuglsang, seulement 16e. Ça montre que le danois maintenant n'est plus une référence. Je pense plus que ça sur les Ardennaises. Plus tout jeune non plus, hein, Fuglsang. Chez Israël, après je pense que chez Israël, la carte numéro 1, ça sera Michael Woods sur Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Mais voilà, 37 ans hein, quand même. Hein. Il a 3 ans de contrat chez Israël. Ça je me dis c'est dingue parce que bon, je pense que Fuglsang commence quand même déjà à fatiguer, on l'avait vu déjà l'année dernière. Voilà, ça a été une référence sur une courte période, 2019, voilà, quasiment que 2019, je dirais, sur les classiques ardennaises. Mais je pense que voilà, depuis 2 ans, c'est plus forcément là où il est le meilleur, parce qu'il a peut-être plus ses qualités de puncher, plus cette puissance. Encore une fois, il a vieilli aussi, Fuglsang. Il aura peut-être des regrets dans sa carrière en se disant j'aurais peut-être dû me consacrer à ces courses-là plus tôt dans ma carrière, même si bon, c'est quand même pas un palmarès dégueulasse. Hein. Fuglsang, 2 fois le Dauphiné, Liège, Tour de Lombardie, c'est vrai en 2020 où il avait été très très bon. Tour d'Andalousie, bon, une étape sur le Tour d'Espagne également. Deuxième du Tour de Suisse, deuxième du Tour de Pologne. Mais il se dira peut-être, j'aurais peut-être dû négliger à un moment les grands tours et me concentrer sur ces courses-là. Mais il fait partie de ces coureurs où, à l'époque, les classiques étaient peut-être plus forcément si intéressantes que ça. Au moment où il a commencé sa carrière, Fuglsang, donc c'est 2006 ou 2007, hein, c'est l'époque où Liège finissait en haut de la côte de Hans, où la Flèche Wallonne avait du mal à tirer un gros plateau et où l'Amstel arrivait en haut du Coberg. Donc il fallait vraiment être un pur puncher et c'était pas la meilleure époque, je pense, pour les Ardennaises. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, les Ardennaises ont retrouvé un petit peu leur lettre de noblesse, avec des parcours beaucoup plus intéressants et beaucoup plus funky. Parce que pour ceux qui se souviennent de l'arrivée de Liège-Bastogne-Liège au haut de la côte de Hans, c'était vraiment une arrivée pour dépressifs. Parce que Hans, c'est pas très beau, il faut le dire, et qu'en plus, c'était souvent une course de côte en bas de la côte de Hans. Parfois, on avait un peloton de 40 coureurs en bas à l'entrée dans Liège. C'était absolument dingue. Mais voilà, voilà, c'est un peu compliqué maintenant pour Fuglsang. Je pense que voilà, ses meilleures années sont un petit peu derrière lui. Je continue avec Aramburu, 19e seulement Aramburu. Pourtant, alors je comprends pas avec Aramburu parce que c'est une classique qu'il aurait dû déjà gagner pour moi. Vu ses qualités, où il aurait déjà dû faire un podium sur l'Amstel. Sauf que ses résultats sur l'Amstel, je crois que déjà l'année dernière, je l'avais mis en flop sur l'Amstel. C'est souvent décevant, Aramburu. Pourtant, il a des qualités, hein, des très belles qualités. Alors, je sais pas, c'est quand il arrive sur l'Amstel, là, c'est vrai qu'il a fait une grosse saison de classique, donc est-ce qu'il n'est pas un petit peu fatigué, plus fatigué que d'habitude. Mais déçu parce que c'est fait partie des coureurs qui ont vraiment les qualités pour être performants sur ce type de parcours. Et puis, c'est pas... il n'arrive pas à confirmer quoi, sur ce type d'étape, ce type de course difficile. C'est-à-dire que c'est un coureur qui, quand il y a un peu d'adversité, assez vite, il disparaît. C'est un peu dommageable, parce que c'est un très bon coureur, mais qui n'arrive pas
vraiment à s'en sortir dans ce genre de situation. Donc un peu déçu par lui parce que je m'attendais à mieux, je m'attendais à beaucoup mieux. Troisième flop, je vais faire beaucoup plus sur Aramburu parce qu'il y a encore les filles à faire derrière. J'ai mis Ayuso. Abandon Ayuso, je pense qu'il paye aussi son inexpérience parce que bon, on a vu ses qualités de puncher à Ayuso. Mais là, c'était peut-être un peu trop plat, un peu trop technique. Il abandonne très vite. Il a aussi travaillé, je pense, pour Mark Hirschi, qui au final finit 9ème, ce qui est aussi un petit peu une déception pour Mark Hirschi. Mais Ayuso, ouais, je m'attendais un peu à mieux. Je pensais qu'on le garderait dans le final, Ayuso. Et puis il abandonne la course et on l'a. Enfin, moi, je l'ai quasiment pas vu. Je l'ai pas vu de toute la journée, Ayuso. Donc, petite déception. Après, est-ce qu'il a été pris dans une chute? Je ne sais pas. Si je me suis trompé du côté d'Ayuso, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai peut-être raté un bout à ce moment-là. Et puis Pidcock. Mais Pidcock, c'est un peu la confirmation. Par final, il a fait qu'à travers les Flandres en étant performant. Pidcock. Parce que le Tour des Flandres, c'est pas fou. Les classiques d'avant, c'était pas fou aussi. Bon, là, l'Amstel, c'est encore plus une déception parce qu'il n'y a pas l'excuse je suis trop léger. Je pense, il fait quasiment le même poids que Coquard après. Mais il a déjà été performant sur l'Amstel. Après, l'année dernière, il fait deuxième de l'Amstel. Sauf que c'est pas vraiment l'Amstel. Il fait deuxième d'un circuit autour de Valkenburg. C'était pas vraiment l'Amstel l'année dernière. Oui, Thomas Pidcock, c'est un peu dommageable, je pense, pour le coureur britannique. Début de saison qui est très loin de ses attentes. Je pense que voilà, je l'ai dit déjà plusieurs fois, sa saison de cyclocross a été trop longue. Il n'a pas fait une pause assez longue, je pense, entre sa saison de cyclocross et sa saison sur route, et il le paye depuis maintenant un mois où il est pas très performant, mais quand je le vois depuis le début de saison, sur le Tour de l'Algarve, je dis déjà qu'il n'est pas très performant. Je sais plus si je le remets pas sur le Omloop Newsblad. J'en ai reparlé plusieurs fois de Pidcock, c'est pas la première fois qu'il est en flop. Bon, voilà, je pense qu'il y a vraiment eu une erreur de stratégie du côté d'Ineos. Ce qui est un petit peu inquiétant pour lui, c'est est-ce que Ineos lui laissera la possibilité d'aller sur les cyclocross l'année prochaine? Pas sûr si ça leur coûte la moitié de la saison avec lui. Je pense qu'il faudra y réfléchir également du côté d'Ineos. On passe à la course des filles dans cette fin de vidéo. Alors il n'y aura pas de maillot du côté de la course des filles. Course des filles qui a été moins passionnante que la course des garçons. Ça a mis beaucoup de temps avant de se décompter. Il a fallu attendre l'avant-dernier passage sur le Coberg. Donc vraiment le circuit final pour qu'il y ait un peu d'animation, je dirais. Et encore, avec l'attaque de Mavi Garcia. Voilà, ça a été une course qui a été moins passionnante que la course des garçons, je trouve. Sauf dans le final, avec cette magnifique attaque de Marta Cavalli, la concurrente de la FDJ. Victoire très importante pour la FDJ. Pourquoi? Parce que c'est leur première grande victoire sur une World Tour. Ils tournaient autour depuis le début de saison, faut le dire. Même si je parle pas de cyclisme féminin, je regarde un petit peu les résultats, même si j'ai pas le temps de regarder les courses. Et je voyais que du côté de la FDJ, putain, il y avait, sur toutes les World Tours, ils étaient dans le top 10 vraiment très bien, notamment avec aussi Cécile Ludwig. Là, je vois que Cécile Ludwig n'est pas là, je me dis, peut-être mauvaise nouvelle, parce que c'est quand même pour moi la fer de lance de cette équipe, mais c'est la numéro 2 de l'équipe qui a fait du très bon boulot, Marta Cavalli, qui sort, j'irais presque en facteur en haut du Coberg. Parce que elle sort assez fort, mais c'était pas la plus forte du groupe, je pense. Le problème, c'est que ça se regarde un peu. Ashley Mollman n'a pas roulé tout de suite pour ASD Works et pour Demi Vollering. Et le problème, c'est qu'ensuite, quand elle a roulé, elle n'était pas très efficiente non plus, Ashley Mollman. Et derrière, tout le monde regardait Vollering, un petit peu Van Vleuten, mais surtout Vollering, qui, je pense, faisait extrêmement peur. Et personne ne voulait bosser pour Vollering. Et ça a permis à Marta Cavalli de faire l'écart. Mais voilà, une fin très intéressante. C'est une victoire importante également pour le cyclisme féminin français. Parce que sa meilleure équipe passe un cap. Pauline Ferrand-Prévot n'avait jamais couru en France. Je pense également Audrey Cordon-Ragon. Ça fait depuis des années qu'elle court à l'étranger. Aude Bianic aussi.
Je pense également à Marion Rousse, qui avait obtenu ses meilleurs résultats à la loto. Toutes les Françaises jusqu'à maintenant qui avaient performé au niveau international couraient à l'étranger. Et on se disait presque on ne peut pas être performant, et performante surtout, en courant en France, dans une équipe française. Et puis, la FDJ montre cette année, et depuis l'année dernière, qu'on peut faire des bons résultats. Alors certes avec des concurrentes étrangères, mais je pense que ça peut créer une dynamique également pour les concurrentes françaises. Et ça c'est très intéressant parce que la France est toujours une nation en deuxième division, je dirais, au niveau du cyclisme. Devant, vous avez les Allemandes, vous avez l'Italie, vous avez les Pays-Bas bien entendu, les États-Unis aussi, et nous on est derrière ces nations-là. Et peut-être que ça va nous permettre cette victoire-là de débloquer des choses également pour les Françaises qui vont se dire « Ah mais je peux gagner dans une équipe française ». Et puis avec le Tour de France aussi, qui arrive, bien entendu, qu'on suivra le Tour de France féminin aussi. On le suivra de la même manière que les garçons. Je vais avoir un mois de juillet exceptionnel. Je pense qu'il va y avoir minimum 2 vidéos par jour pendant tout le mois de juillet. Moi, le mois de juillet ne sera pas des vacances. Je pense que début du mois d'août, à un moment au mois d'août, on fera une pause. Parce que l'année dernière, j'ai fait beaucoup de vidéos au mois d'août et puis au final, je vois qu'il y a quand même un peu moins de gens qui regardent. Mais où ça sera septembre, il y a un moment, il y aura une pause, de toute manière, une petite pause peut-être. Mois de juillet va être costaud sur la chaîne, je vous le dis déjà. Ça va être du solide. Normalement, si tout se passe bien. Du côté de Marta Cavalli, j'en ai parlé. Donc Demi Vollering, dommage, c'est qu'Ashley Moolman l'a pas vraiment aidé dans le final. Je pense qu'elle était un peu cramasse, Ashley Moolman, la sud-africaine. Mais quand même une belle deuxième place. Demi Vollering, aujourd'hui, c'est la fille néerlandaise la plus prometteuse. C'est la fille la plus prometteuse sur les classiques ardennaises aussi. Demi Vollering, parce qu'elle a une pointe de vitesse qui est au-dessus des autres. Et elle passe très très bien les bosses. On va la revoir, bien entendu, sur les sautes classiques ardennaises qui ont toute une version féminine depuis très longtemps pour la Flèche Wallonne et pour Liège. Surtout pour la Flèche Wallonne, même avant Liège, c'est vrai que la Flèche Wallonne, ça doit faire 20 ans, 25 ans qu'ils ont une version féminine. En plus, également, j'ai mis Mavi Garcia parce qu'elle a quand même dynamité la course, qu'elle est tout le temps là, Mavi Garcia. C'est vrai que quand vous regardez, ça fait depuis des années qu'elle est tout le temps présente. Ancienne VTTiste, il faut le savoir, je crois. Je sais plus si elle faisait du VTT ou du triathlon, Mavi Garcia. J'ai un doute. Chez l'équipe UAE, qui est en fait l'ancienne équipe ALBTC Ljubljana, ils ont juste racheté la licence et ils l'ont appelé UAE et ils mettent de la thune dedans. Championne d'Espagne à de multiples reprises. C'est pour ça que j'avais un doute, parce que quand j'ai vu Alexandre Pasteur parler d'une autre fille espagnole, je me suis dit ah non, c'est Mavi Garcia qui est championne d'Espagne. Elle est tout le temps championne d'Espagne. Donc je me disais, mais il a dû se gourer à ce moment-là. Mais voilà, ça reste une 38 ans. C'est vrai que chez les filles, on a encore des carrières longues, puisque Van Vleuten aussi, je crois qu'elle a 37, Van Vleuten 38 peut-être aussi. Mais voilà, sacré palmarès aussi, Mavi Garcia, est tout le temps présente. Deuxième d'Estrade Bianchi, cinquième de la Flèche Wallonne. Voilà, sur toutes les grandes courses, elle est tout le temps là. Je poursuis avec les flops. Du côté des flops, j'ai mis Chantal Blaak qui finit très loin. Pas dans le coup depuis quelques temps quand même, Chantal Blaak. À une époque, c'était l'une des meilleures néerlandaises. Et on voit que du côté des néerlandaises, à part Demi Vollering, il y a peu de nouveaux talents quand même qui arrivent du côté néerlandais. Alors peut-être que je me trompe, je suis pas un spécialiste du cyclisme féminin, mais j'ai l'impression quand même qu'on a du mal à trouver des nouveaux talents du côté des Pays-Bas, parce que Lucinda Brand, Chantal Blaak Van den Broek, mais également Van Vleuten, c'est des filles qui ont largement plus de 30 ans. Donc à un moment, il va falloir trouver de la relève, et à part Demi Vollering, je trouve qu'il y a peu de relève. C'est des filles aussi qui ont été lancées à l'époque de la Rabobank. La Rabobank avait misé énormément sur le cyclisme féminin, ce qui a permis aux Néerlandaises d'être devant, déjà avec Léonie Van Moser dans les années 90, qui était l'adversaire de Jenny Longo. Mais ensuite, on a eu du monde depuis 15 ans, 20 ans. Voilà, les Néerlandaises sont au-dessus. C'est peut-être la fin d'une époque, tout simplement, avec les Italiennes qui sont de plus en plus fortes. Voilà, ça commence à devenir intéressant cette affaire-là. Et puis je termine
avec Van Vleuten. Donc voilà, j'ai mis les 3 néerlandaises d'un coup, comme ça vous avez de l'eau. Donc il y avait Chantal Blaak, Van Dijk, Van Vleuten en flop. Van Vleuten qui vieillit parce qu'elle arrive vraiment plus à faire la différence, hein. Alors le punch a peut-être jamais été sa spécialité, mais elle avait une puissance à une époque qui lui permettait de sortir les gens de sa roue, sauf que maintenant c'est plus le cas. Et comme elle court toujours un petit peu de la même manière, c'est-à-dire à attendre la dernière difficulté pour faire la différence, quand tu n'es plus en capacité avec ton rythme de faire la différence, tu finis 5e et 6e. Et je crois que là elle a fini 4e pourtant, Van Vleuten. Je dis 5e, Van Vleuten 4e. Voilà. Mais bon, pour Van Vleuten, c'est une déception. Du côté des Françaises, Juliette Labou est première Française, elle finit 11e. Il manque toujours un petit truc à Juliette Labou pour se retrouver avec les toutes meilleures. Voilà. Un peu comme l'équipe de France, c'est une bonne concurrente, mais c'est pas encore une excellente concurrente. Il lui manque encore une petite marche à franchir. Je l'ai dit notamment aux Jeux Olympiques. Voilà, il manque ce petit truc. Voilà, pour Juliette Labou. Et puis, Marie Lenette, 43e, elle a fait du boulot pour la FDJ, mais elle aussi, j'aimerais maintenant qu'on la voit un peu plus au haut niveau. Elle a certes que 22 ans, mais elle est là depuis quelques temps quand même au niveau des grandes courses françaises. Voilà, j'aimerais que Marie Lenette arrive à être un peu plus performante. Mais je sais qu'elle faisait des études pendant très longtemps. Alors je sais pas si c'est encore le cas, mais je pense que c'est encore le cas parce que le cyclisme féminin ça paye pas terrible, même s'il y a maintenant des minimums, un salaire minimum. Mais à une époque elle faisait des études, donc peut-être que c'est vrai que le temps que tu passes aux études, tu peux pas le passer à t'entraîner. Donc forcément ça fait que tu prends du retard par rapport à d'autres filles. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo très longue, je pense qu'on doit être à 40-45 minutes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour Paris-Roubaix, Tour de Sicile. Il y aura également, donc pas cette semaine, la semaine prochaine, le débrief du Tour de Turquie où il y a je crois Quintana au départ. Et puis la Formule 1 également demain avec un magnifique Grand Prix d'Australie. Et puis la MotoGP également avec la course aux États-Unis qui a lieu ce soir mais que je débrieferai je pense pas avant mardi. Et du côté de Paris-Roubaix il y aura bien entendu la présentation de la course féminine, la présentation de la course masculine. On fera le débrief des deux courses. Et je parlerai également de ma passion pour Paris-Roubaix. Donc il y aura 5 vidéos sur le sujet Paris-Roubaix. Allez, ciao ciao sur la Production.